La route du succès. Écrit par Andrew Carnegie, narré par Jeff Martins. Le chemin du succès dans les affaires. Conseil à des jeunes gens. Il est bon que les jeunes gens commencent par le commencement et occupent les situations les plus inférieures. Beaucoup des hommes qui sont à la tête des affaires à Pittsburgh se sont trouvés chargés d'une sérieuse responsabilité dès le seuil de leur carrière. On leur remit un balai et ils employèrent les premières heures de leur vie commerciale au balayage des bureaux. Je remarque que nous avons maintenant des concierges des deux sexes dans nos bureaux, et ainsi, nos jeunes gens sont malheureusement privés de cette branche salutaire d'une éducation commerciale. Mais, si par hasard, le professionnel du balai est absent quelques matins, le jeune homme, qui a en lui l'étoffe d'un futur associé, n'hésite pas à mettre la main au balai. L'autre jour, dans le Michigan, une mère mondaine et tendre demandait à un jeune homme s'il n'avait jamais vu une jeune fille marcher dans une pièce de façon aussi imposante que sa Priscilla. Il répondit négativement, et la mère fut heureuse au-delà de toute mesure. Mais après une pause, il dit « Ce que j'aimerais à lui voir faire, c'est balayer une chambre. » Cela ne fait pas de mal au dernier venu de balayer le bureau quand cela est nécessaire. J'ai été moi-même un de ces balayeurs, et qui pensez-vous que j'avais pour camarade du balai? David McCargo, aujourd'hui directeur de Allegheny Valley Railroad, Robert Pitcairn, directeur du Pennsylvania Railroad, et M. Morland, City Attorney. Nous prenions chacun notre tour. 2 d'entre nous balayaient chaque matin. Aujourd'hui encore, je me rappelle que David était si fier de son plastron de chemise blanche qu'il le couvrait d'un foulard de soie, et nous autres, nous trouvions qu'il faisait des manières, ce qui était vrai. Aucun de nous n'avait un foulard de soie. Supposant que vous avez tous obtenu un emploi et êtes bien lancés, voici le conseil que je vous donne. Visez haut. Je ne donnerai pas une figue du jeune homme qui ne se voit pas déjà l'associé ou le chef d'une importante maison. Ne vous contentez pas un seul instant dans vos pensées d'être principal employé, contremaître ou administrateur général de n'importe quelle affaire, si considérable soit-elle. Que chacun de vous se dise « Ma place est au sommet ». Soyez roi dans vos rêves. Faites le vœu d'atteindre cette situation, avec une réputation sans tache, et ne faites pas d'autres vœux qui puissent distraire votre attention, excepté ce vœu très louable que, quand vous serez un associé de la maison, ou avant, si vous avez eu déjà de l'avancement 2 ou 3 fois, vous formerez une autre association avec la plus charmante personne de son sexe. Une sorte d'association avec laquelle notre nouvelle loi sur les sociétés n'a aucun rapport. Les engagements n'y sont jamais limités. Laissez-moi vous indiquer 2 ou 3 conditions essentielles du succès. Ne craignez pas que je vous fasse de la morale ou que je vous inflige un sermon. Je traite le sujet seulement au point de vue profane, avec le désir de vous aider à réussir dans les affaires. Vous savez tous qu'il n'y a pas, dans la vie, de succès véritable, digne de louange, pour qui n'est pas honnête, sincère et loyal. Je suppose que vous possédez et voulez conserver toutes ces qualités. Et aussi que vous êtes décidé à mener une vie pure et respectable, exempte de fréquentation pernicieuse ou équivoque, avec des personnes de l'un ou l'autre sexe. Il n'y a pas d'avenir honorable pour vous sans cela. Dans le cas contraire, votre savoir et vos qualités non seulement seraient inutiles, mais ne serviraient qu'à accentuer votre échec et votre déshonneur. J'espère que vous ne trouverez pas mauvais que je vous mette en garde contre 3 des plus graves dangers auxquels vous serez exposé dans votre marche ascendante. Le premier, et le plus séduisant, celui qui perd le plus de jeunes hommes, c'est la boisson. Je ne suis pas un conférencier sur la tempérance,
mais un homme qui sait et vous dit ce que l'expérience lui a enseigné. Et je vous déclare que vous êtes plus exposé à échouer dans votre carrière à cause de l'habitude de boire qu'à cause de l'une ou de toutes les autres tentations qui pourraient vous assaillir. Vous pourrez céder à presque toute autre tentation et vous guérir. Vous pourrez vous ressaisir et, sinon, regagner le terrain perdu, au moins ne pas abandonner la course, obtenir et conserver une situation respectable. Mais de l'habitude insensée de la boisson, il est presque impossible de se guérir. J'ai connu peu d'exceptions à cette règle. Donc, avant tout, vous ne boirez pas de liqueur forte à l'excès. Il serait préférable, infiniment préférable, de ne pas y toucher du tout. Mais si c'est là une règle trop dure pour vous, tenez-vous-en avec fermeté à celle-ci. Décidez de ne jamais y toucher hors de vos repas. Un verre au dîner ne saurait nuire à votre avancement dans la vie ou abaisser votre carrière. Mais je vous supplie de considérer qu'il est incompatible avec votre dignité et votre self-respect de gentleman, avec ce que vous vous devez à vous-même étant les hommes que vous êtes, et surtout que vous voulez devenir, de boire un verre de liqueur à un bar. Soyez beaucoup trop gentleman pour ne jamais pénétrer dans un bar. Vous ne poursuivrez votre carrière en sûreté que si vous vous placez sur ce solide terrain. Tenez-vous-y, et vous aurez échappé au plus mortel de vos ennemis. Le second des grands dangers pour un jeune homme d'affaires, dans ce pays, c'est, je crois, la spéculation. Quand j'étais employé du télégraphe, ici, nous n'avions pas de bourse dans nos villes. Mais les hommes ou les maisons qui spéculaient sur les bourses de l'Est étaient forcément connus des télégraphistes. On pouvait les compter sur les doigts d'une seule main. Ils n'étaient pas les mieux réputés de nos concitoyens. On les regardait avec défiance. J'ai vécu pour voir l'irréparable ruine de tous ces spéculateurs, leur banqueroute matérielle et morale. Il n'y a guère d'exemple d'un homme qui gagna une fortune en spéculant et la conserva. Les joueurs meurent pauvres, et certainement il n'existe pas un exemple d'un spéculateur qui ait mené une vie honorable pour lui-même et utile à la communauté. L'homme qui se jette sur le journal du matin pour voir comment ses spéculations à la bourse ont par chance tourné se rend impropre à considérer avec calme et à résoudre convenablement les affaires qui se présenteront à lui dans le cours de la journée. Et il détruit les sources de cette énergie continue et concentrée de laquelle dépend le succès durable et souvent même la sécurité de ses principales affaires. Le spéculateur et l'homme d'affaires suivent des voies divergentes. Le premier est à la merci d'un tour soudain de la roue de la fortune. Aujourd'hui millionnaire, demain il est failli. L'homme d'affaires sait que c'est seulement par des années de patience et incessante attention à ses affaires qu'il peut gagner sa récompense, résultat non du hasard, mais de moyens habilement combinés pour l'accomplissement de ses desseins. Pendant toutes ces années, il a la réconfortante pensée qu'il ne peut faire aucun profit qui n'apporte de la prospérité à d'autres. Par contre, il eût mieux valu, si l'on considère le bien d'autrui et de la communauté, que le spéculateur ne vit jamais le jour. Des centaines de jeunes gens de cette ville se sont laissés entraîner, il n'y a pas longtemps, à spéculer sur les huiles, et beaucoup furent ruinés. Tous furent atteints, qu'ils aient perdu ou gagné. Vous aurez peut-être, que dis-je, vous aurez certainement les mêmes tentations. Mais lorsque vous serez tenté, j'espère que vous vous rappellerez mon conseil. Dites aux tentateurs qui vous demandent de risquer vos petites épargnes que si vous vous décidez jamais à spéculer, vous préférez vous rendre dans une maison de jeu véritable et bien tenue où l'on triche franchement. Vous pouvez obtenir un jeu loyal et une chance à peu près égale sur la rouge et la noire dans une telle maison. À la bourse, vous n'avez ni l'un ni l'autre. Autant vouloir essayer votre chance au bon taux.
il y a autre chose à considérer dans la spéculation. Rien n'est plus indispensable à des jeunes hommes d'affaires qu'un crédit sans tache, un crédit né de la confiance inspirée par leur prudence, leurs principes et la sûreté de leur caractère. Croyez-moi, rien ne tue plus vite, dans une banque, le crédit d'homme ou de maison, que de savoir qu'ils spéculent. Il importe peu que des gains ou des pertes soient les résultats momentanés de ces opérations. Dès qu'un homme est connu comme spéculateur, son crédit est atteint, bientôt après disparu. Comment peut-on se fier à un homme dont les ressources peuvent être enlevées en 1 heure par une panique de joueurs? Le troisième et dernier danger contre lequel je veux vous mettre en garde a causé le naufrage de plus d'un solide navire qui avait fait un bon départ et promettait un heureux voyage. C'est la dangereuse habitude d'endosser. D'autant plus dangereuse qu'elle vous assaille généralement sous les dehors de l'amitié. Elle fait appel à vos instincts généreux, et vous vous dites « Comment puis-je refuser de prêter ma simple signature pour assister un ami ?» C'est parce qu'il y a, dans cette pensée, une si large part d'un sentiment vrai et louable que la pratique en est dangereuse. Je voudrais essayer de vous placer sur un terrain solide et honorable à cet égard. Je vous dirais bien d'avoir pour règle de ne jamais endosser. Mais cela ressemble trop à ne jamais prendre de vin, ne jamais fumer, ou n'importe quel autre jamais. Ces jamais ont presque toujours des exceptions. Homme d'affaires, il vous arrivera probablement de donner votre garantie à des amis. Voici la limite à laquelle votre souci pour le succès de vos amis doit s'arrêter et le souci pour votre propre honneur doit commencer. Si vous devez quelque chose, tout votre capital et tous vos effets sont entre vos mains un dépôt sacré que vous devez conserver intact pour la garantie de ceux qui ont eu confiance en vous. Vous ne pouvez faire avec honneur quoi que ce soit qui mette cette garantie en danger. Quand un homme endetté endosse pour un autre, ce n'est pas son propre crédit ou son propre capital qu'il risque, mais ceux de ses créanciers. Il viole un fidéicommis. Donc, n'endossez jamais. Si vous n'avez pas de l'argent comptant en surplus de celui qui est nécessaire pour vos propres dettes, et n'endossez jamais au-delà de ses moyens. Avant d'endosser, considérez tout endossement comme un don. Demandez-vous si vous voulez faire ce don à votre ami et si l'argent est bien à vous ou un dépôt de vos créanciers. Vous n'êtes pas en sécurité, messieurs, si vous ne tenez pas avec fermeté sur ce terrain comme étant le seul qu'un homme d'affaires honnête puisse occuper. Je vous conjure d'éviter la boisson, la spéculation et les endossements. Ne tombez dans aucun de ces dangers. La boisson et la spéculation sont le Charybde et le Scylla de la mer sur laquelle s'aventure le jeune homme d'affaires. L'endossement est l'écueil en avant. Supposant que vous êtes à l'abri de ces 3 graves dangers, la question est maintenant de savoir comment vous pourrez, par des grades successifs, vous élever dans la position subalterne dans laquelle j'ai supposé que vous vous trouviez, à la situation à laquelle, dans mon opinion, et j'espère dans la vôtre, vous êtes destiné. Je puis vous donner le secret. Il réside principalement en ceci. À la question « Que puis-je faire pour mon patron ?» substituez celle-ci. Que puis-je faire? Accomplir fidèlement et consciencieusement les devoirs qui vous sont confiés, c'est très bien. Mais dans ce cas, le verdict qu'on portera sur vous sera que vous accomplissez vos devoirs si bien que le mieux est de vous laisser continuer à les accomplir. Eh bien, messieurs, cela ne peut vous convenir. Il vous faut quelque chose de plus. Cela n'est pas suffisant pour les futurs associés. Nous faisons des employés, des comptables, des employés de banque, avec les hommes de cette classe, et ils restent tels jusqu'à la fin de leur vie. L'homme d'avenir doit faire quelque chose d'exceptionnel, et en dehors de ses attributions. Il doit attirer l'attention.
employé à l'expédition, il peut obtenir ce résultat en découvrant dans une facture une erreur qui ne le regarde pas et qui a échappé à l'attention de l'employé qu'elle regardait. S'il est chargé du pesage, il peut procurer des économies à la maison en vérifiant le réglage des balances et le rectifiant, même si c'est là la besogne du chef mécanicien. Dans le cas où il est chargé des courses, il peut encore semer la semence de promotion en outrepassant la lettre de ses instructions pour obtenir la réponse attendue. Il n'y a aucun emploi si humble, si simple ou si élevé dans lequel le jeune homme qui a de l'intelligence et de la bonne volonté ne puisse rapidement et presque chaque jour se montrer digne de plus de confiance et capable de rendre de plus grands services. Et ce qui n'est pas moins important, de prouver qu'il a une invincible détermination de s'élever. Chaque jour, dans votre service, vous recevrez l'ordre de faire ou de dire quelque chose que vous savez devoir être préjudiciable aux intérêts de la maison. Voilà votre occasion. Levez-vous comme un homme et parlez. Parlez hardiment. Donnez vos raisons et prouvez ainsi à votre patron que, tandis que son attention était prise par d'autres affaires, vous avez étudié pendant des heures, alors que peut-être il vous croyait endormi, les moyens de servir ses intérêts. Vous pouvez avoir raison ou avoir tort, mais dans l'un ou l'autre cas, vous avez gagné la première condition du succès. Vous avez attiré l'attention. Votre patron a découvert qu'il n'a pas à son service un simple mercenaire, mais un homme. Non quelqu'un qui se contente de donner tant d'heures de travail en échange de tant de dollars, mais quelqu'un qui consacre ses heures de loisir et toutes ses pensées à la maison. Un tel employé ne peut manquer de donner bien vite de lui-même une opinion favorable. On ne tardera pas à le consulter sur sa partie, et si son avis est bon, on le consultera et ou l'écoutera bientôt sur des questions plus étendues. Cela présage l'association, sinon avec les patrons actuels, du moins avec d'autres. Vous avez, dans ce cas, un pied sur l'échelle. Le nombre des échelons à gravir dépend absolument de vous. Un axiome faux que vous entendrez souvent et contre lequel je veux vous mettre en garde est le suivant. Obéissez aux ordres, même s'ils ruinent vos patrons. Ne faites pas cela. Ce n'est pas une règle à suivre pour vous. Toujours, enfreignez les ordres pour sauver vos patrons. Il n'exista jamais un grand caractère qui parfois n'enfreignit les règles de la routine et n'en créa de nouvelles à son usage. La règle convient seulement à ceux qui n'ont pas d'aspiration, et vous n'avez pas oublié que vous êtes destinés à devenir des patrons, à donner et à annuler des ordres. N'hésitez pas à agir ainsi, chaque fois que vous serez certain de servir les intérêts de votre patron et que vous serez assez sûr du résultat pour en prendre la responsabilité. Vous ne serez jamais un associé si vous ne connaissez les affaires de votre service beaucoup mieux que les patrons ne peuvent les connaître. Lorsqu'on vous demande des explications sur votre acte d'indépendance, montrez le résultat de votre perspicacité et dites bien que vous le connaissiez à l'avance. Montrez combien les ordres étaient erronés. Soyez le patron de votre patron aussitôt que vous le pouvez. Essayez cela de bonne heure. Rien ne lui fera plus de plaisir s'il est un patron de la bonne sorte. Dans le cas contraire, ce n'est pas l'homme avec qui vous devez rester. Quittez-le dès que vous le pouvez, même au prix d'un sacrifice momentané, et trouvez-en un qui soit capable de discerner le génie. Nos jeunes associés chez Carnegie ont gagné leurs éperons en montrant que nous ne savions pas ce qu'il fallait faire la moitié aussi bien qu'eux. Certains, à l'occasion, ont agi avec moi comme s'ils étaient propriétaires de la maison et comme si j'étais quelque New-Yorkais léger se mêlant de donner des avis sur des questions qu'ils connaissaient fort mal. Aujourd'hui, on ne s'occupe guère de ce qu'ils font. Ils étaient les vrais chefs.
les hommes mêmes que nous cherchions. Il y a un indice infaillible pour reconnaître le futur associé, le futur millionnaire. Ses recettes excèdent toujours ses dépenses. Il commence à économiser de bonne heure, presque dès qu'il commence à gagner. Si peu que vous puissiez économiser, économisez ce peu. Placez-le avec sécurité. Non pas nécessairement en fonds d'État, mais en toute valeur que vous avez des raisons de croire avantageuses. Mais pas de jeu, cela ne l'oubliez pas. Un placement excellent se présentera bientôt. Le peu que vous avez économisé deviendra le fondement d'un crédit dont l'importance vous surprendra. Les capitalistes ont confiance dans les jeunes gens économes. Pour chaque centaine de dollars que vous pourrez montrer comme le résultat d'économies péniblement amassées, Midas, à la recherche d'un associé, vous prêtera ou vous fera crédit de 1000 pour chaque millier de 50 000. Ce ne sont pas les capitaux que vos aînés cherchent, mais l'homme ayant fait preuve des habitudes commerciales qui créent les capitaux. Et la meilleure façon de les créer, au point de vue moral, c'est de proportionner ses dépenses à ses moyens. Messieurs, ce sont les 100 premiers dollars économisés qui ont de l'importance. Commencez tout de suite à mettre quelque chose de côté. L'abeille prédomine dans le futur millionnaire. Assurément, il y a des ambitions meilleures et plus élevées que l'économie. En tant que but, l'acquisition de la richesse est ignoble à l'extrême. Je suppose que vous n'économisez et ne souhaitez la fortune que comme un moyen qui vous permettra d'être utile à vos contemporains. Prenez note de cette règle essentielle. Vos dépenses toujours moindres que vos revenus. Vous pouvez vous impatienter ou vous décourager quand, une année après l'autre, vous demeurez dans une position subalterne. Il n'est pas douteux qu'à mesure que les affaires se centralisent dans d'immenses maisons, il devient de plus en plus difficile à un jeune homme sans capital de s'établir pour son propre compte. Et dans cette ville, surtout, où d'importants capitaux sont indispensables. Cela est extrêmement difficile. Mais, pour vous encourager, laissez-moi vous dire qu'il n'est pas au monde de pays où des jeunes hommes capables et énergiques puissent s'élever aussi rapidement que dans celui-ci, ni aucune ville où il y ait plus de place au sommet. Il a été impossible de répondre aux demandes de comptables habiles et de premier ordre. Remarquez les épithètes. L'offre n'a jamais été égale à la demande. Les jeunes gens expliquent par toutes sortes de raisons comment, dans leur cas, l'insuccès doit être attribué à des causes exceptionnelles qui rendaient le succès impossible. Certains, à les en croire, n'ont jamais eu une chance. Cela est pure sottise. Il n'a jamais existé de jeune homme qui n'ait pas eu une chance, et même une magnifique chance, s'il a occupé un emploi. Il est soumis à l'observation de son supérieur immédiat, du jour où il commence à travailler, et, peu après, s'il a du mérite, il est discuté dans la chambre du conseil de la maison. Son habileté, son honnêteté, ses habitudes, ses fréquentations, son caractère, ses dispositions, tout cela est posé, analysé. Le jeune homme qui n'a jamais eu une chance est le même qui a été examiné maintes et maintes fois par ses supérieurs et trouvé dépourvu des qualités nécessaires, qui a été considéré indigne de relations plus étroites avec la maison, à cause de quelque acte, de quelque habitude ou fréquentation blâmable qu'il croyait ignorer de ses maîtres. Une autre catégorie de jeunes gens attribue son insuccès à ce que les patrons donnent un avancement injuste à des parents ou à des favoris. Ils prétendent aussi que leurs patrons n'aimaient pas les intelligences plus brillantes que les leurs, décourageaient le génie ambitieux et prenaient plaisir à tenir les jeunes gens en bas. Rien de cela n'est vrai. Au contraire, il n'existe personne qui soutire autant du manque de l'homme remplissant bien sa place, the right man in the right place, et soit aussi désireux de le trouver que le patron.
Il n'y a pas aujourd'hui une maison qui ne soit constamment à la recherche de l'habileté commerciale. Et chacune d'elles vous dira qu'en tout temps, il n'y a pas sur le marché un article aussi rare. Chacun demande de la substance cérébrale. Cultivez cette substance, car quelle que soit la quantité que vous en produisiez, à Pittsburgh se trouve votre meilleur marché. Un marché que vous ne pourrez jamais encombrer. Plus vous aurez de substances cérébrales à vendre, plus élevé sera le prix que vous pourrez en demander. La culture n'en est pas aussi sûre que celle de l'avoine sauvage, Wild Oats, qui ne manque jamais de fournir une abondante récolte. Mais elle a l'avantage de toujours trouver acheteur. N'hésitez pas à vous lancer dans n'importe quelle affaire légitime, car il n'y a pas d'affaire en Amérique, quelle qu'elle soit, qui ne donne un joli bénéfice si on lui consacre une attention constante, exclusive, et tous les capitaux d'hommes capables et industrieux. Toute affaire a sa saison de dépression. Des années comme celle-ci, durant lesquelles les fabricants et les marchands de la cité sont durement éprouvés. Des années durant lesquelles les fabriques doivent marcher à perte, uniquement pour que l'organisation et les hommes puissent être conservés ensemble et occupés, et afin que la maison puisse maintenir ses produits sur le marché. Mais, d'autre part, toute affaire légitime, produisant ou vendant un article indispensable, ne peut manquer avec le temps de donner des profits si elle est bien conduite. Et voici la première condition du succès, le grand secret. Concentrez votre énergie, votre pensée et vos capitaux uniquement sur les affaires dans lesquelles vous êtes engagé. Ayant commencé dans une partie, prenez la décision de la suivre jusqu'au bout, d'en devenir le maître. Adoptez toutes les améliorations, ayez les meilleures machines, et sachez tout ce que vous en pouvez savoir. Les maisons qui échouent sont celles qui ont dispersé leurs capitaux. Ce qui veut dire qu'elles ont aussi dispersé leur cerveau. Elles ont des placements dans ceci, dans cela, dans autre chose encore, ici, là, partout. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier est un proverbe entièrement faux. Moi, je vous dis, mettez tous vos œufs dans le même panier et surveillez ce panier. Regardez autour de vous et voyez ce qui se passe. Les hommes qui agissent ainsi échouent rarement. Il est facile de surveiller et de porter un seul panier. Il est fatigant de porter trop de paniers. C'est ainsi qu'on casse le plus d'œufs dans ce pays. Celui qui porte 3 paniers doit en mettre un sur sa tête. Et ce panier peut tomber et le faire trébucher. Un défaut de l'homme d'affaires américain, c'est le manque de concentration. Je résume ce que j'ai dit. Visez au plus haut. Ne pénétrez jamais dans un bar. Ne touchez pas aux boissons fortes, ou du moins touchez-y seulement au repas. Ne spéculez jamais. N'endossez jamais au-delà du surplus de votre argent disponible. Faites des intérêts de votre maison les vôtres propres. Enfreignez toujours les ordres pour sauver vos patrons. Mettez tous vos œufs dans le même panier et surveillez ce panier. Dépensez moins que vous ne gagnez. Enfin, ne soyez pas impatient, car, comme Emerson dit, personne ne peut vous enlever le succès final que vous-même. Je félicite les jeunes gens pauvres d'être nés dans cette condition antique et honorable qui les oblige à se livrer à un dur travail. Un panier plein de titres est le panier le plus lourd qu'un jeune homme puisse avoir à porter. D'ordinaire, il chancelle sous ce poids. Nous avons dans cette ville d'honorables exemples de jeunes gens ainsi chargés qui sont arrivés au premier rang de nos concitoyens, les meilleurs et les plus utiles. Ils méritent de grands éloges. Mais la grande majorité des fils d'hommes riches sont incapables de résister aux tentations auxquelles la richesse les expose. Et ils s'abaissent à des vies indignes. J'aimerais autant laisser à un jeune homme une malédiction que de lui infliger le fardeau du tout-puissant dollar. Ce n'est pas de cette classe que vous avez une rivalité à craindre.
les fils d'associés ne vous causeront pas de grandes difficultés. Mais prenez garde que quelque enfant pauvre, beaucoup plus pauvre que vous, à qui leurs parents ne peuvent procurer les avantages des études de cette institution, avantages qui devraient vous donner une avance sérieuse dans la course, prenez garde que de tels enfants ne vous dépassent au poteau et n'arrivent avant vous à la grande tribune. Prenez garde à l'enfant qui est obligé de se lancer dans le travail dès sa sortie de l'école commune et qui commence par balayer le bureau. Il est probablement le cheval inconnu sur lequel vous ferez bien d'avoir l'œil.